Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Essonne en auteur. L'historien René Raymond, dans son essai politique Les droites en France, qualifia de bonapartiste le courant le plus autoritaire des trois droites qu'il distinguait, renvoyant explicitement au régime mis en place par Napoléon III après son coup d'État du 2 décembre 1851, le faisant passer d'unique président de la Seconde République à empereur des Français. Dès son accession au trône, le souverain fut l'objet de virulentes critiques par la caricature ou par la littérature. Il n'est que de penser au célèbre recueil Les Châtiments de Victor Hugo. Étienne Sombre, le héros du dernier roman de Jean-Baptiste Évêque publié aux éditions Plomb, nourrit un projet plus radical donnant son titre à l'œuvre, Tuer Napoléon III. Cette somme romanesque, rédigée dans une veine réaliste, narre en effet la montée vers la haine d'un jeune typographe pour le dernier souverain français, son engagement politique et ses 1001 aventures pour le supprimer. Aucun lieu mieux que le château de Chamarande ne se prêtait aux propos du dernier roman de Jean-Baptiste Évêque. Ce monument du XVIIe siècle, bâti par l'architecte Louis de Lépine et qui est converti aujourd'hui en centre d'art contemporain de l'Essonne, fut aussi la dernière demeure du duc de Persigny, homme clé du coup d'État et ministre de l'Intérieur de Napoléon III. Il est maintenant temps pour nous d'aller retrouver notre invité dans le salon de l'impératrice du château. Jean-Baptiste Évêque, bonjour et bienvenue dans l'Essonne en auteur. Merci, bonjour. Alors, nous vous recevons aujourd'hui donc pour votre dernier roman qui s'appelle Tuer Napoléon III et on vous reçoit un peu dans la gueule du loup parce que nous sommes présentement dans le salon blanc du château mais qui, du temps du duc de Persigny, ministre de l'Intérieur de Napoléon III, s'appelait le salon de l'impératrice. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de vous trouver dans cet endroit ? Ça m'intéresse, je trouve ça très en phase avec le personnage du roman qui finit par trahir les républicains et entrer au service de la police, donc que je me retrouve aujourd'hui jugé dans le château de Chamarande, le château du ministre de l'Intérieur, ça paraît tout à fait adéquat. Et alors donc votre héros, selon le moment du livre, comment lui verrait-il ce salon d'après vous ? Ah ben c'est un ouvrier issu des campagnes du Perche, je pense qu'il trouverait ça extraordinaire. Alors vous n'en êtes pas à votre coup d'essai en matière de roman. On peut observer que vous avez un goût pour l'histoire. Je crois que vous avez commis en particulier un roman sur la période Renaissance, XVIe siècle. Bon, cette fois-ci, on fait un bond dans le temps puisqu'on se retrouve à la période du Second Empire. Comment vous est venue l'idée de cette période historique cette fois-ci, le choix ? La parenté avec le XVIe siècle, c'est que c'est des époques, le Second Empire et la Renaissance, qui sont des époques qui me paraissent séminales, enfin très importantes, des moments où s'est engendrée notre époque. Et bon, le XIXe siècle, forcément, la révolution industrielle, Napoléon III, le rapport entre le capital, le pouvoir, l'industrie, le développement des journaux. Et j'adore les romans feuilletons, c'est aussi l'époque de la plus grande prospérité du roman feuilleton. Alors ça, on y viendra, parce qu'évidemment, il est vrai que ce n'est pas qu'un ancrage historique, il y a aussi un goût pour le type de littérature qui a été produit à cette époque. Mais alors maintenant, justement, vous n'avez pas fait un roman que je qualifierais seulement d'époque. Il est quand même centré sur le personnage de Napoléon III, dont le but de votre héros est de le supprimer. Pourquoi avoir choisi ce personnage-là, ce personnage historique qui n'a pas forcément laissé un grand souvenir dans l'esprit des Français ? Mais ça me paraît particulièrement intéressant. Je pense qu'il marque quand même l'histoire. C'est un affreux personnage à bien des égards. Il a fait un coup d'État, il était président de la République, il a fait un coup d'État militaire et il s'est propulsé aux Tuileries depuis l'Élysée. Il a fait fusiller des Parisiens dans les rues, il en a fait déporter d'autres en Algérie, à Cayenne, etc. Et puis, il avait en même temps de réelles ambitions sociales. Enfin, c'est un personnage assez paradoxal, assez intéressant.
Et puis ça finit avec la défaite de 70, qui est aussi une espèce de trou noir dont on ne parle pas beaucoup dans l'histoire française. Donc forcément, je m'intéresse un peu au trou noir. J'ai un peu l'obsession, l'idée obsessionnelle que la vérité se trouve dans les coins, dans les trous noirs, ou les endroits où on ne va pas regarder, plutôt au grenier ou à la cave que dans le salon de réception. Oui, parce que vous en donnez quand même une image. Bon, c'est un personnage qu'on voit toujours de loin hein, dans le roman. Ce n'est pas un personnage vraiment qui agit directement. C'est une cible d'ailleurs, on peut le dire comme ça. Mais à côté de ça, l'histoire l'a quand même. Alors, il a tous les défauts que vous venez d'énoncer. L'histoire l'a un peu réévalué. Hein. Quand on regarde, La République lui a consacré une place dans les années 2000 avec Philippe Séguin, je crois dans le 10e arrondissement. Philippe Séguin lui-même a fait une biographie, je crois, qui s'appelait Napoléon le Grand, en opposition à Victor Hugo. Donc, j'ai eu du mal à comprendre quand même ce propos si critique par rapport à un empereur aujourd'hui réévalué. Vous faites le propos de votre personnage, votre propos, ou ce n'est que le propos de votre personnage et il vous échappe? Non, j'ai un grand attachement à la légalité, au respect des formes, au respect des promesses, comme le personnage de mon roman. Et la trahison, enfin, qui est quand même un courant en politique, mais la trahison auquel il se livre est un peu exceptionnelle. Mais je partage avec mon personnage un fond de naïveté ou de manque de réalisme en matière de politique. D'accord. Alors, vous parliez donc de l'époque, du 19e siècle et de la littérature qu'on a commise à cette époque. Vous parliez du roman feuilleton, on peut penser, c'est pas Eugène Sue, Ponson du Terrail, etc. Et votre roman donc, ne fait pas que revenir sur un contexte, il emprunte beaucoup à la littérature de cette époque, donc toutes les gens qui souvent présenté d'ailleurs comme le siècle du roman, de l'essor du roman. Ce roman que vous avez commis, quelles sont vos grandes sources d'influence en termes d'auteurs? Moi j'ai cru trouver du Zola, un nom de Maheu par exemple, Étienne, etc. Victor Hugo, de qui vous vous êtes vraiment inspiré? Il est certain qu'avant de me lancer dans l'écriture de ce livre, j'ai relu les Rougon-Macquart, enfin que je n'avais pas lu en entier d'ailleurs, j'en connaissais certains pans, mais j'ai relu l'intégrale pour mettre les choses en place. J'ai lu aussi, j'ai relu Flaubert, l'éducation sentimentale, c'est un peu incontournable. Voilà. Qui raconte une autre évolution. Et bon, j'ai pas relu Eugène Sue, que j'ai lu il y a longtemps et que je connais assez bien, enfin, les tripots de l'île de la Cité, etc., tous ces récits-là. J'ai lu énormément, en fait, j'ai lu une quantité absolument monstrueuse de choses. J'ai relu tout le journal des Goncourt aussi, ce qui m'a donné... Précieux pour restituer toute cette époque, bien que ce soit très subjectif. Et alors justement, donc, vous empruntez aux auteurs que vous venez de citer un foisonnement, en particulier un foisonnement de personnages. Bon, moi j'ai lu votre livre très attentivement, je n'arriverai pas à citer tous les personnages. Est-ce que vous-même vous êtes capable de me dire le nombre de personnages que compte votre roman? Oui, mais alors c'est un peu triché parce que j'ai établi un dictionnaire des personnages de mon roman. Voilà, il y en a une centaine. Et vous avez fait une fiche signalétique à chaque fois avec comment vous avez travaillé les personnages? Il y a des personnages centraux, mais j'essaye aussi de donner de l'existence aux personnages secondaires. Ça me tourmente beaucoup les gens qui apparaissent dans les romans et qu'on sacrifie immédiatement, qui n'ont aucun destin. Enfin, si quelqu'un meurt dans un livre, s'il y a une victime, j'aime bien qu'elle ait eu quelque chose, qu'on sache quelque chose d'elle, que ça ne soit pas juste comme ça, comme dans Star Wars, un type qui passe avec un masque tout blanc de guerrier et qui soit immédiatement fusillé. D'accord. À ce titre-là, d'ailleurs, le personnage va être poursuivi pendant tout le roman par un autre personnage qui va occuper 2 ou 3 pages puisqu'il meurt immédiatement, mais son fantôme, son souvenir, les scrupules moraux attachés autour de lui vont obséder le personnage. Alors, à côté de la création des personnages, votre roman a une autre originalité. C'est que, rappelons que votre personnage, donc Étienne Sombre, est un typographe qui va tout de suite s'opposer au Second Empire, puisque le roman commence, je crois, vers le 1er décembre 1851, et donc on est à la veille du coup d'État de Napoléon III, évidemment, qui ne l'est pas encore. Et ce métier de typographe est une sorte de mise en abîme du motif de la lettre, qu'on retrouve tout au long du roman, et en particulier, votre chapitrage est particulier, c'est le cas de le dire, parce qu'il est fait par ordre alphabétique. Pourquoi vous avez fait ce choix? Pourquoi ce choix d'un chapitrage alphabétique?
Il y a des aspects personnels à ce choix. Il y avait une conjonction de facteurs dans ma vie qui faisait que ça paraissait tout à fait approprié. D'abord, découvrir des livres traitant de l'origine des lettres. Enfin, il y a un manuel intéressant Celui aussi. que rédige Cuvelier dans votre livre, voilà. Cuvillier. Bon, le point de vue contemporain est un peu différent, mais en gros, l'esprit est là, hein, que les lettres sont à l'origine des images, et qu'on a oublié leur vocation d'image, et que ça se voit facilement, que le haut descend d'un hiéroglyphe qui représentait un œil. Ce qu'on voit dans les idéogrammes chinois. Voilà. Ouais. Et en même temps, bon, le jeu de contraintes m'intéresse. Il y en avait un secret dans mon précédent roman qui s'appelait L'Espadassin, où en fait, qui est divisé en autant de séquences qu'il y a de panneaux dans la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Puisque c'est une histoire des guerres de religion, c'est une histoire de la fin du monde un peu. Et là, donc, il y a aussi ce travail de contrainte. Et puis, en même temps, en lisant Zola, en lisant aussi beaucoup Le Grand Larousse du XIXe siècle, en lisant Littré, on se rend compte que c'est l'époque des dictionnaires aussi. Et qu'en fait, même les Rougon-Macquart de Zola, c'est une sorte de dictionnaire, c'est une sorte d'encyclopédie. Vous avez un volume consacré à la charcuterie, un volume consacré aux essences végétales, un volume consacré à la mine, etc. C'est comme un dictionnaire, c'est comme Le Grand Larousse du XIXe siècle ou comme le dictionnaire d'Émile Littré. Donc là encore, ce chapitrage alphabétique, il avait une petite résonance de contexte historique, mais vous ne vous contentez pas à chaque chapitre de mettre une lettre, vous décrivez un petit peu cette lettre et ça finit, le petit texte, qui peut s'apparenter à une épigraphe si on veut, finit lui-même par former quelque chose, comme un petit poème en prose. On a l'impression parfois, on peut penser à du Francis Ponge qui décrit des objets comme ça. Est-ce que ce sont des choses aussi qui vous ont traversé l'esprit ? Absolument, oui. J'ai beaucoup lu Ponge et j'essaye d'écrire de la poésie un peu en cachette de mon côté et je dois dire que c'est une de mes influences déterminantes. Alors, est-ce que vous reconnaissez votre roman stricto sensu comme un roman historique ? Parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, un roman historique et un roman qui s'insère dans un contexte historique. Est-ce que c'est un roman historique pour vous ? C'est un peu compliqué, la réponse est un peu compliquée. Il sort dans une collection qui s'appelle L'Histoire en roman, qui est une collection de romans historiques, alors que mon éditeur habituel, c'était plutôt les éditions Gallimard. Oui. Donc il présente une identité de roman historique. Il s'appelle Tu es Napoléon III, mais je n'ai pas pensé écrire un roman historique en l'écrivant, même si l'histoire est très présente, la recherche documentaire aussi. Il y a d'ailleurs des traces par moments de choses qui ne sont absolument pas historiques et qui viennent un peu bouleverser, je pense, les repères. Enfin, d'ailleurs, j'ai eu des lecteurs qui se sont plaints de cette apparition d'une automate ou de... D'accord. Oui, ou de certaines approximations. Mais ça, il y a très peu de romans historiques qui échappent à ce genre de reproches. Est-ce que vous avez eu un plaisir particulier à reconstituer à l'époque historique du Second Empire, qui est, là, elle aussi, foisonnante en soi ? Oui, j'ai un plaisir vraiment, oui, j'ai une espèce de vice de l'archive qui me prend beaucoup de temps et qui me passionne et que j'essaye de faire partager aussi dans mes livres, mais qui est un petit peu qui serait plus centré sur des choses très quotidiennes, comme on lisait que, moyennant 5 centimes, on pouvait louer un livre sous les arcades de l'Odéon pour le lire, par exemple. Des détails comme ça. Enfin, cabinet de lecture. Voilà, comment la vie très quotidienne des gens se déroulait, essayer de faire surgir comme ça des pans du passé, ou juste un détail qui fait deviner tout ce qui va autour. Mais alors, très concrètement, et comme si vous deviez livrer le petit manuel du parfait futur écrivain, comment on s'y prend ? C'est-à-dire que vous sélectionnez une documentation historique, vous prenez des notes dessus. Comment ça s'organise, ce travail ? Comment on crée un contexte historique quand on n'est pas un spécialiste ? Ça marche dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des lectures abondantes, presque universelles, et des prises de notes. J'ai même lu des manuels de cuisine, enfin j'ai lu le manuel du parfait petit domestique qui était publié à l'époque, oui. Ou l'art d'élever les lapins et de s'en faire 100 000 francs de revenus, 3 000 francs de revenus. Ou les différents types de femmes aussi. Oui. Mais d'un autre côté, il y a aussi des choses qui viennent au moment de l'écriture. Je continue à me documenter tout au long de l'écriture aussi. Il y a aussi des souvenirs qui m'influencent. Et puis une pratique que je dois peut-être à la fréquentation des exercices spirituels d'Ignaz de Loyola, quand je travaillais sur la Renaissance. Ignaz de Loyola décrit des exercices destinés aux jésuites, oui. Des exercices de contemplation. Et donc il invite à se placer dans une scène religieuse comme la nativité, la crèche. Et alors
de regarder un rocher d'abord, puis d'imaginer les odeurs et les sons, et puis se mettre dans un rôle secondaire dans la scène, être juste un berger agenouillé. Et ce manuel de méditation m'a beaucoup marqué comme une sorte de méthode d'imagination. Et de mise en place des personnages aussi, du coup. Et alors, du coup, avec une méthode qui a l'air sympathique quand vous l'énoncez comme ça, mais qui doit être fastidieuse, combien de temps vous avez mis à rédiger ce roman ? Très longtemps, je ne sais pas, 5 ans. Mais il faut savoir aussi que j'ai d'autres activités qu'auteur, et donc c'est entrecoupé d'autres travaux. Et donc vous pouvez commencer un travail, le poser, le reprendre, voire écrire un autre livre en même temps. Ça, c'est comme ça que vous fonctionnez ? Oui, ça arrive, mais c'est difficile, et donc ça passe par des moments de dépression quand il faut reprendre contact avec le manuscrit, ne le trouver pas aussi bien que ce qu'on avait espéré, ou au contraire le relire longuement pour s'assurer qu'en fait c'est quand même pas mal. Et oui, c'est compliqué. Alors, pour la bonne compréhension du propos de votre ouvrage par nos téléspectateurs, on peut dire que votre livre a un peu une forme de delta. C'est-à-dire qu'au début, on commence par, comme on l'a dit, un petit typographe d'origine provinciale, un petit peu falot, qui, n'a pas des idées politiques très arrêtées. Peut-être sait-il ce qu'il n'aime pas, mais il ne sait pas très clairement ce qu'il aime. Et puis, il y a ce coup d'État qui arrive, et il est un peu mis au pied du mur à la faveur d'une demande d'impression, en réalité. Il va choisir son camp, et ce choix va traîner derrière lui pendant longtemps, et l'amener finalement à se forger une conviction. Du moins, c'est ce qu'on croit. Oui. Puis alors, il va traverser un nombre d'aventures extraordinaires, jusqu'à l'emmener au bagne. Vous aviez tout à l'heure décrit des bagnes à Alger, etc. Et donc, c'est là qu'il va se retrouver. Et finalement, on croit le livre terminé. Dans les toutes dernières pages du livre, bien non, il va y avoir encore un changement de taille, puisque, un petit peu comme Vidocq, qui est un ancien forçat, il va passer, c'est ça en fait, il va passer du côté de la police. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser par rapport à ce que je viens de résumer ici, c'est ce livre qui décrit comme ça toute cette époque du Second Empire, avec vraiment beaucoup de misère, peut-être pire que dans Zola. Moi, j'ai bien lu Zola. Il se concentrait sur des personnages, mais je n'ai pas souvenir qu'il fasse des descriptions d'ensemble comme ça d'une telle misère. Et j'ai pensé que vous décriviez aussi notre société d'aujourd'hui, en particulier la situation des Roms, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu, ça ? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, les paysans victimes de l'exode rural à cette époque-là étaient des immigrés dans la ville. Ils étaient parfois aussi peu adaptés, aussi mal accueillis que peuvent l'être certaines communautés immigrées. Oui, la question des bidonvilles ou des cités de fortune, comme la cité dorée dans le 13e que je mentionne, est aussi une question qui me tourmente et qui m'étonne depuis longtemps. Parce qu'enfant, j'ai vu des bidonvilles dans la région parisienne, dans les environs de Nanterre, Saint-Denis, etc. Et ils avaient disparu. Ils ont disparu dans les années 70, les efforts de construction, les HLM, les etc. HLM, enfin toutes ces tours assez laides, toutes ces cités pas très réussies, ont permis de résorber momentanément ce phénomène-là. Et voilà qu'il ressurgit. Qui ressurgit. Et c'est une question sur le fonctionnement de l'histoire. Est-ce que on a parfois l'impression que le passé nous rattrape. Et comme cette droite bonapartiste, plutôt à la Louis-Napoléon Bonaparte, c'est-à-dire assez autoritaire, aimant bien la police, ayant tout de même des convictions sociales, n'étant pas empruntant volontiers le langage de la gauche, comme Napoléon III, qui était socialiste, qui a été même puni pour écrire socialiste. Voilà, qui a été socialiste. Tout ça, ça me... Oui. Parce que ce Napoléon III, il a des airs un petit peu de Nicolas Sarkozy par moment. Vous avez parlé tout à l'heure de la droite bonapartiste. Moi, j'ai cru que c'était presque une illustration du très célèbre livre de René Raymond, oui. Les droites en France. Je pense même l'avoir dit dans ma présentation. Tout ça, c'était conscient quand vous avez fait ce livre. Ce n'est pas quelque chose qu'on déduit, qu'on voit soi-même. C'est une intention de l'auteur. Oui. Ça a été écrit pendant les années Sarkozy et en tant qu'amateur de la princesse de Clèves, des vieilleries, du latin, de l'ancien français, de la Sorbonne et des vieux manuscrits. J'ai pas beaucoup de Vous avez eu du mal dans cette période. Voilà. D'accord. Ce faisant, la période de Napoléon III, et vous lui rendez hommage à travers votre roman, a aussi permis finalement un grand roman. Quand on regarde la grande période du roman, c'est aussi sous Napoléon III. Parce que la critique peut finalement
Ça marche comme un acide. Et en fait, je connaissais très bien cette époque-là depuis très longtemps parce que j'ai lu avec passion dans ma jeunesse Mérimée, Zola, Flaubert, etc. Et en fait, je me suis aperçu que je ne connaissais pas du tout le contexte politique, ni les événements, que ça m'échappait complètement. D'accord. Alors, autre chose qui m'a frappé dans votre roman, vous savez qu'il y a eu un livre qui a eu beaucoup de succès de Laurent Deutsch sur les rues de Paris, mais finalement votre livre peut être lu aussi comme ça. Vous avez trouvé un nombre de, évidemment avec des noms extraordinaires, un nombre de rues de Paris. D'abord, il y a c'est un road movie, votre roman aussi, on peut dire ça. C'est-à-dire que ces personnages sont toujours pourchassés par la police, donc doivent toujours s'enfuir par des rues avec des noms extraordinaires. Je ne sais pas si toutes ces rues existent encore, il y en a quelques-unes qu'on peut connaître. Puis alors un va-et-vient, rive gauche, rive droite, etc. C'est pareil, là aussi, cette fois-ci c'est une question plus sur la géographie. Comment vous avez travaillé le plan de Paris dans lequel évoluent vos personnages et les noms de rues? J'aime beaucoup les cartes anciennes et c'est souvent un moment important de la jeunesse de mes livres, des romans, quand je me procure une carte et que je commence à regarder les lieux et choisir les noms de rues parce qu'ils me plaisent ou parce que telle chose s'est réellement passée là. C'est important pour vous de les situer dans un espace pour se les représenter? Oui, en me promenant dans Paris où j'ai passé mon enfance, chaque fois que je m'y promène, je réalise que la mémoire c'est un peu de la géographie. Dans tel café, j'ai fait une rencontre, sur tel pont il y a eu une rupture, sur ce parvis j'ai fait telle bêtise. Oui, puis il y a une jubilation de l'onomastique, il y a une jubilation du nom des rues quand même. Oui, bien sûr. Alors, comment vous les avez retrouvées? Parce qu'elles n'existent plus toutes. Comment vous les avez listées? Comment vous les avez choisies? Citez-nous, je pourrais prendre votre ouvrage, mais citez-nous de mémoire quelques noms de rues savoureux que vous avez utilisés dans votre roman. Il y a la rue du Corps-Volant, il y a la rue du Paradis, bien sûr. Qui existe toujours, la rue du Paradis. La rue de la Ceriseraie, enfin, bon, et aussi tous ces noms de rues qui permettent de réfléchir sur qu'est-ce que le langage, parce que il n'y a plus de Ceriseraie, rue de la Ceriseraie, et il n'y a plus d'île, rue de l'île, je ne sais plus quel était le nom exact, c'était l'île qui était à côté de l'île Saint-Louis, qui a été rattachée au quai du côté de l'Arsenal. Et donc, puis il y a une petite correspondance avec le langage politique, parce que le langage politique, c'est aussi parfois un langage où les notions sont là, mais sont tellement vidées de leur sens, ou alors totalement inversées. On parle de liberté, mais ça peut être pour faire des choses qui n'ont pas grand rapport en réalité avec la liberté. Alors, vous nous ramenez justement au sujet de la politique, qui est assez présent dans votre roman, mais finalement, est-ce qu'il ne donne pas une leçon très décourageante? C'est-à-dire qu'on voit d'abord un jeune homme qui s'était investi, on peut le dire, corps et âme dans une sorte d'engagement politique, et puis qui, au bout du compte, laisse tout tomber. Est-ce que c'est un peu une leçon que vous avez dans la vie, comme ça, de croire qu'il n'y a plus d'engagement politique possible, que le cynisme gagne tout? Oui, il y a quelque chose de ça. Il y a aussi un problème personnel qu'on peut tous se poser à un certain âge, de savoir jusqu'à quel point on a été fidèle, jusqu'à quel point on a trahi ces convictions de jeunesse qui sont quand même un moment important. Puis je voulais aussi réfléchir sur la manière dont les opinions politiques se transmettent, quelquefois de manière un peu aberrante, par lignée, c'est-à-dire ou par la famille. On n'examine pas forcément ses choix. Il peut y avoir aussi une transmission. Je sais que certaines des valeurs que je défends... forcément, elles viennent de ce qu'on vous a appris. Elles sont héritées, et bon, il faut les réexaminer simplement, mais ça ne leur ôte pas forcément leur intérêt ou leur véracité. Mais alors, dans ce cadre-là, comment comprendre le nom de votre personnage, qui est forcément un peu programmatique, Étienne Sombre? Qu'est-ce que recouvre ce nom, Sombre? Oui, un profond pessimisme, oui, un peu du point de vue politique, et aussi plus généralement sur la destinée de l'humanité. Mais bon, qui peut être lié aussi, on peut le rattacher aussi aux vieilles théories sur les tempéraments. Moi, je suis quelqu'un, effectivement, comme mon personnage, d'un peu saturnien, un peu plombé. On peut se demander s'il n'y a pas quelque part un empoisonnement au plomb, à force d'avoir manipulé des caractères typographiques. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez aussi conçu cet ouvrage en pensant à une adaptation soit cinématographique ou plus encore télévisuelle?
Le rapport avec la télévision m'intéresse parce que le 19e siècle, c'était le grand moment du roman feuilleton. Ça apparaissait dans la presse, c'était son mode de diffusion. Toutes les semaines ou tous les jours, on sortait des bas de page, en fait, 2 bas de page de feuilleton. Je pense que le phénomène des séries télévisées actuellement, ça correspond tout à fait à ça. Là, en ce moment, il y a un essor extraordinaire des séries télévisées avec des choses de plus en plus créatives, de plus en plus imaginatives. Voilà, cette multiplication correspond à celle qu'on a connue dans les années 1860 du roman feuilleton. C'est moi, quand j'ai regardé votre ouvrage, bon, alors évidemment, il fait 575 pages, ce qui pour certains lecteurs, c'est pas un argument, mais qui pour certains, ni un contre-argument, mais qui pour certains lecteurs peut rebuter. Et en fait, et je le dis sans aucune flatterie, dès lors qu'on le prend, on ne peut pas le lâcher parce qu'il a quelque chose de complètement télévisuel et cinématographique. Tout à l'heure, je parlais d'un road movie. Ce côté foisonnant, c'est toujours quand on referme le livre, mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a des livres très longs dont on ne se pose pas cette question. Est-ce que dans votre écriture aussi, vous avez une écriture très séquencée? Parce qu'il faut être capable de se souvenir de tout ce qu'on a dit quand on en arrive à la 300e page écrite pour ne pas se couper, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas se répéter, etc. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de scénaristique dans l'écriture et tout. Vous avez déjà essayé d'écrire des scénarios? Oui, brièvement. Il y a eu des projets d'adaptation d'un de mes précédents romans, donc j'ai essayé d'écrire un scénario là-dessus. Mais je suis aussi très attaché à la texture des mots, à leur choix, à la possibilité de jouer. L'écriture de scénario est un tout petit peu immatérielle pour quelqu'un qui, comme moi, aime beaucoup la matérialité. Vous êtes encore un vrai littérateur. De l'écriture. Mais bon, ça m'intéresserait sans doute beaucoup si j'avais l'occasion, mais c'est aussi une question de rencontre ou de vente. Et vous aimeriez alors qu'il soit adapté finalement? Pourquoi cet pas, ouvrage? pourquoi pas. Vous voyez déjà des personnages dans le rôle d'Étienne Sombre, un acteur. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Il faut qu'il soit jeune quand même. Oui, des acteurs jeunes. Moi, je connais mieux les acteurs de ma génération, forcément. Il y aura des rôles pour eux, mais peut-être pas celui d'Étienne Sombre. Bon, alors c'est un rôle pour un jeune premier, voilà, quoi. Le meilleur est à venir. Est-ce qu'on peut vous demander si vous avez un nouveau projet à contexte historique? Il y a des discussions à propos d'une suite de ce roman. Ah bon? Donc ça serait une possibilité. On laisse, oui, on ne va pas raconter la fin, mais bon, il y aurait peut-être une suite algérienne, au moins en partie. Je me suis un peu penché sur le début du djihadisme en Algérie dans les années 1850, en fait. Il pourrait y avoir un rebondissement par rapport à ça. Qui intéresse d'ailleurs beaucoup les universitaires américains. Voilà, enfin, des apparitions du prophète, on prêche la fin du monde et la Sainte Croisade contre. Donc ce ne sont pas la fin des aventures d'Étienne Sombre. Peut-être pas. Inch'Allah. Oui. Écoutez, Jean-Baptiste Évêque, nous vous remercions d'être venu dans l'Essonne en auteur. Nous espérons avoir donné le goût à tous les spectateurs d'oser encore aborder des livres qui sont comme ça, des sommes romanesques, comme on les entendait au XIXe siècle. Nous quittons nos téléspectateurs en leur disant au mois prochain pour un nouveau numéro de l'Essonne en auteur.